vais tout de suite accueillir nos deux invités, Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, et Pascal Collisson, responsable pédagogique de l'IPJ Paris, Dauphine, en charge de la mission Égalité des chances. Faites du bruit. Et oui, oui, oui. On est en fin de journée, on est entre nous. Vous vous mettez où vous voulez. Oui, on est en fin de journée, on est entre nous. Et oui. Merci Cécilia et Pascal d'être avec nous. Alors, la question de la diversité dans les médias, c'est une question épineuse. Vous l'avez peut-être vu là dernièrement, c'était le week-end dernier dans On n'est pas couché. Christine Angot qui s'énerve contre Mediapart, mettant en avant le fait qu'il n'y avait pas vraiment de diversité dans Mediapart. Moment de gêne, et c'est souvent le cas, moment de gêne dans les médias lorsqu'il est question de la diversité dans les rédactions. Des rédactions qui sont souvent considérées comme trop blanches et trop formatées, souvent quand on en parle. Et c'est ce dont on va parler. Mais avant d'en parler avec nos invités, nous allons laisser la parole à Cécilia Gabizon, qui est directrice de la Street School. Peut-être que lorsque je l'ai présentée, vous vous êtes posé la question « Qu'est-ce que la Street School ?» Eh bien, elle va présenter son école et juste après, nous parlerons avec Pascal de ce sujet. Alors bonsoir, merci. Vous m'entendez là ou pas ? Super, merci d'être là. C'est les débats de fin d'après-midi. On sait que la journée a été longue et riche. Et puis la diversité, ça me fait penser aussi que c'est un sujet quelque part dont tout le monde parle. Par exemple, si je vous demandais, il y a la diversité, là, il y a quelqu'un qui est contre. En fait, c'est un sujet où tout le monde est pour en théorie, mais finalement, on a du mal à s'en saisir. Et c'est pour ça que là, on pose la question de est-ce que ça commence dès l'école ? Je crois pas là où... Bien sûr, il y a des gens qui sont contre, il y a des endroits où on est contre, mais globalement, il y a plutôt un consensus sur le fait que ça serait utile, bien, nécessaire, etc. Mais... si on regarde la situation aujourd'hui, et je vais vous parler de la Street School parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais ce n'est absolument pas l'alpha et l'oméga. C'est que nous, qui avons créé la Street School, on vient des grands médias. Moi, j'ai travaillé longtemps au Figaro, mais ça ne se passe pas du tout qu'au Figaro. En fait, les rédactions étaient hyper homogènes, hyper endogames. Alors, faut pas être caricatural parce qu'on va toujours trouver quand même des gens au parcours différents, mais globalement, ça reste des rédactions assez monochromes. Mais il n'y a pas que la question de la couleur ou la question de l'origine. Il y a plutôt une question plus générale, je dirais, de questions sociales. C'est des rédactions très homogènes en termes de milieu social. Et ça, c'est en fait un des obstacles, je pense, majeurs au fait de couvrir quelque part correctement ce qu'il se passe dans le pays. Alors, qu'est-ce que je veux dire endogame en termes sociaux ? C'est que aujourd'hui, donc, pour parler de notre sujet, les écoles, c'est qu'on sélectionne les journalistes bien souvent sur un parcours scolaire d'élitisme, un parcours scolaire où la culture générale, les écoles de journalisme, les bonnes écoles de journalisme, elles sélectionnent très largement sur la culture générale. Alors, en fait, quand on se pose la question, on se dit, la culture générale, c'est quand même important pour être journaliste. Oui, bien sûr, c'est important pour être journaliste, mais il y a d'autres qualités qui sont tout aussi essentielles. Et si on veut repenser plus globalement la question de la diversité dans les médias, comme on essaie de le faire, je vais vous raconter cet exemple-là, il faut se dire, il faut à un moment donné penser que les mêmes critères produisent les mêmes effets. Si on continue à sélectionner très largement sur la culture générale, même si on peut se dire que la culture générale, c'est important, on aura le même genre de population qui arriveront dans les écoles, puis dans les rédactions. Alors, aujourd'hui, moi, si je me dis, la réflexion qu'on a eue en fait à la création de la Street School, c'était il y a 7 ans. C'était, mais finalement, c'est quoi les qualités pour être un bon journaliste ? C'est quoi un bon journaliste ? Alors, on pourrait ajouter une liste de qualités, mais moi, je dirais la première, c'est la curiosité et la ténacité, le courage. Il faut avoir des jambes, il faut avoir de la tête, il faut avoir du cœur, il faut y aller, il faut chercher. L'information, ça fait mal. L'information, c'est pas du témoignage, c'est pas de la communication. L'information, il faut se fatiguer. Et il faut être curieux de tout. Et ça, il y a plein de gens, plein de talents, notamment des jeunes, qui n'ont peut-être pas la culture générale, mais qui ont cette niaque, cette curiosité, cette envie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une école de journalisme gratuite. Alors, on l'appelle école de journalisme, mais en vrai, quand on l'a créée, c'est une association. Et l'association, au départ, c'était 16 samedis par mois. Et donc, on recevait des élèves, l'école était gratuite, et on sélectionnait à la motivation, sans condition de diplôme. C'est une question super importante, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de la diversité, je pense qu'il va quand même falloir se poser la question de l'ensemble du système scolaire,
qui est qu'en fait, en France, si t'es pas passé par la case A au bon âge, pas simplement par la case A, mais au bon âge et au bon moment, tu ne pourras donc pas aller à la case B. Ça va bien au-delà du journalisme. Et donc, quelque part, on enferme les gens dans des parcours, et si t'as pas coché les bonnes cases au bon moment, en fait, bah, tu peux pas recommencer. Or, le journalisme, faut imaginer, notamment pour les enfants des classes populaires, c'est pas du tout une voie évidente. Le journalisme, c'est très élitiste, c'est perçu comme un entre-soi. Les profs ne t'encouragent pas à être journaliste. Et si jamais tu es bon à l'école, tu as tout intérêt à te diriger vers des métiers où tu vas gagner de l'argent, c'est-à-dire pas journaliste. Donc, quelque part, c'est pas un métier où spontanément, quand tu es dans un parcours de curiosité et peut-être d'ascension sociale, c'est dur de choisir le journaliste. Il y a beaucoup d'obstacles. Le réseau, il faut connaître des gens. C'est un milieu assez fermé. Donc finalement, il y a plein de gens qui, alors qu'ils aimeraient l'être, passent à côté et puis font autre chose. Et à un moment donné, se disent, mais en fait, si, c'est ça. Et ça peut être à 18 ans, comme ça peut être à 25 ans, comme ça peut être à 30 ans. Il n'y a pas d'âge pour se dire à un moment, en fait, je veux être journaliste, je veux raconter les uns aux autres, je veux raconter de la réalité, je veux enquêter, je veux transmettre, faire de l'info. Et donc, la street school, le critère principal, la gratuité, c'est un critère important, évidemment, parce que c'est pour faire le déclic. Il y a souvent un problème de confiance en soi. Dans l'histoire de pourquoi il n'y a pas de diversité dans les rédactions, bien sûr, il y a un système en fait de reproduction sociale qui conduit à ça, mais ce système de reproduction sociale, il est intériorisé des deux côtés. Dans les rédactions, on reconnaît des gens qui nous ressemblent, et aussi parmi les jeunes des quartiers populaires, quelque part, ils osent pas dès le départ en se disant, mais en fait, c'est pas pour moi ce truc-là. Il y a aussi ça. Donc, le fait que ça soit gratuit, quelque part, c'était, on peut l'essayer, on peut le tenter de toute façon. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est 4 mois. J'y vais à fond, je le tente. Donc, la gratuité, c'est plutôt une histoire de déclic. Alors ensuite, le critère le plus important, et il est assez contestable, c'est le fait qu'il n'y a pas du tout de conditions de diplôme. C'est révolutionnaire en vrai ce truc. C'est-à-dire que on recrute les gens à la motivation. Alors c'est une école super sélective à la street school. On a en général entre 500 et 700 candidatures et on en prend 30 par session. Donc c'est pas du tout une école, quelque part, qui accueillerait tout le monde. C'est une école ultra sélective, mais pas sur des critères scolaires. Alors nous, qu'est-ce qu'on teste? On teste le travail en groupe, et je pense que c'est un critère important pour les journalistes du futur. On teste comment ils s'organisent entre eux, comment ils arrivent à faire du collectif. On teste l'idée qu'ils ont eue dans la journée au cours d'un hackathon, et on teste leur personnalité. En gros, on se fait une idée. Rarement, ces 3 critères sont alignés. Rarement. Et s'ils l'étaient quelque part, ces jeunes n'auraient pas besoin de la street school. Donc on fait des paris. On fait des paris, et ce qui est très marrant, c'est qu'à la rentrée, on ne sait absolument pas qui sont les jeunes qui arrivent. C'est-à-dire que comme on reçoit près de 120 jeunes en hackathon, on ne sait pas qui arrive. Et surtout, on ne sait pas ce qu'ils savent déjà faire. Peut-être certains ont fait de la vidéo, certains n'ont jamais rien écrit, certains ont déjà fait. Et ça change même l'enseignement. Et donc, je passe à un point aussi intéressant qui est que quand on n'a pas formaté les jeunes à l'entrée, en fait, on ne peut pas continuer à formater l'enseignement parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et donc, on ne peut pas faire le fameux trajet du point A au point B puisqu'il n'y a pas de point A. Chacun a son background. Et en fait, on apprend à faire un chemin personnel. Bien sûr, on va leur enseigner du jour. En 4 mois. 4 mois, c'est hyper rapide. On ne fera pas des spécialistes. Ce qu'on va leur apprendre, c'est à voir. Le principal enseignement de la street school, et ça a un rapport avec la diversité, c'est qu'en fait, on leur apprend déjà à se voir et à voir autour d'eux. Ils nous avaient pas attendus, mais ça se travaille en fait. Ça se travaille de sortir d'une forme de banalisation et de se dire, en fait, ce que je vis, ce que les gens vivent autour de moi, ce que je connais comme histoire, ça a de la valeur, c'est de l'info et c'est intéressant. Et comment je transforme ce que j'observe en une histoire qui va concerner beaucoup plus de gens. Et ça apporte en fait de la diversité, dans le sens de la diversité des sujets. Parce que finalement, ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est d'avoir de la diversité dans les rédactions parce qu'on trouve ça bien, mais d'avoir de la diversité aussi dans les informations. Finalement, ce qui nous amène à cette question de la diversité, et qui fait que les médias sont motivés pour le faire, c'est qu'ils veulent renouer avec les fameux vrais gens. C'est une figure un peu fantasmée, les vrais gens. Mais quelque part, il y a une grande zone grise qui n'est ni les élites, ni les partis, ni les gens qui ont des moyens de communication institutionnelle, et qui n'est ni la cité, quelque part, parce que la cité, ça fait peur, ça explose régulièrement. Donc, dans un certain sens, il y a une petite couverture médiatique. Et puis, il y a un grand champ
un grand champ, une sorte de zone grise, alors la zone pavillonnaire, mais pas que, les campagnes. En fait, un grand champ où il n'y a pas de journalistes déployés sur le terrain. Et quand on s'intéresse à la diversité, en fait, on se rend compte que les gens qui viennent de ces territoires, selon leur background, en fait, ils amènent toutes ces composantes et ils amènent leur regard sur la société française. Alors, je voudrais aborder un dernier point. Il n'y a pas forcément besoin d'être noir pour parler des noirs, d'être musulman pour parler des musulmans, mais il y a très certainement une question de réappropriation quand même des voix, du discours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler sans eux. Si dans les rédactions, il n'y a pas toutes les composantes de la société française, ça discute pas bien. Il y a des angles morts en fait dans les centres d'intérêt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire il faut un noir pour parler des noirs, mais il faut que dans la conversation journalistique, dans la façon de chercher les sujets, il y ait des regards différents qui amènent des perceptions différentes du terrain. Je vais monter. Oui, juste en fait, du coup, pour résumer votre propos, Cécilia, finalement, la Street School, c'est une école de journalisme qui s'inscrit un petit peu en marge de toutes les autres écoles qu'on peut voir, avec un système de sélection qui n'est pas basé sur le diplôme et les antécédents d'études des étudiants, et qui prône finalement apprendre le journalisme par la pratique principalement, et par l'estime de soi également, vous l'avez rappelé. Peut-être que pour terminer, et après on va continuer de débattre avec notre autre invité Pascal Collisson, on pourrait regarder une vidéo qui a été réalisée avec vos étudiants, c'est ça ? Oui. Voilà, alors je vais juste rebondir sur l'histoire de la pratique. Il faut, en fait, quelque part, nous, on a aussi changé notre enseignement, parce que ça correspond aussi au fait que si on se dit qu'on fait de l'alter-enseignement ou de l'enseignement autrement, ben, on ne fait pas les programmes. Donc nous, toute notre philosophie est basée sur l'action. Et souvent, ça permet de ramener, notamment des gens qui ne sont pas scolaires, ça les permet de les ramener dans le jeu. Ça les permet de les intéresser et de leur donner tout de suite des réalisations. Donc en fait, il n'y a pas d'exercice à la Street School. On travaille pour des médias partenaires. Il y en a de plus en plus, on en parlera sûrement parce qu'ils veulent de la diversité. Et donc on travaille réellement. C'est pas toujours abouti, mais au moins on concrétise et il y a un moment où ils publient. Et ce moment-là, c'est le premier pas vers le fait qu'ils vont prendre la confiance et aller plus loin. Alors la vidéo, vous allez voir, c'est des élèves de l'année dernière et ça va vous donner une petite idée. Merci. Nous, on expérimente nous-mêmes notre propre journalisme. C'est aussi pour ça qu'on peut considérer que c'est une vraie école alternative. La Street School en 3 mots. Incubateur, c'est quoi angle, parce que c'est le mot quand même qui revient le plus souvent. Et tout simplement journaliste. Libre, créatif et terrain. La Street School en 3 mots, c'est baptême du feu. Parce que justement la Street School, ça nous permet d'aller directement sur le terrain, d'apprendre de nous-mêmes. Donc il n'y a pas de cours théoriques, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de théorie du journalisme, il n'y a pas d'histoire du journalisme. C'est nous, on l'expérimente nous-mêmes, notre propre journalisme. C'est aussi pour ça qu'on peut considérer que c'est une vraie école alternative. Bienveillant parce que l'encadrement est bienveillant. La Street School en 3 mots, énergie, générosité et travail. Pratique, en tout cas technique, intensif et rencontre. La Street School en 3 mots, disruptif, professionnalisant et drôle. Exigeant parce que moi j'avais rendu des trucs que je pensais bien. Finalement c'était pas assez bien, mais bon, c'était pas mal. Mais c'était bien, hein, c'était bien. Alors, c'était bien, c'était pas de la merde, enfin, mais c'était bien. Mais c'était pas dans les standards de qualité d'un média. La Street School en 3 mots, débrouille, envie et avenir. Pour moi, c'est la solidarité, l'imagination et le terrain. Et ça permet aussi d'apprendre tous les aléas de la vie de journaliste, c'est-à-dire se faire envoyer chier au téléphone, se faire insulter, se faire détester, qu'on se méfie de nous simplement parce qu'on dit qu'on est journaliste. Alors la Street School en 3 mots, c'est travail, collectif et fun. Originalité, créativité et terrain. Ça ? Ou t'en veux plus ? Très bien. Merci Cécilia Gabizon pour cette présentation. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Pascal Collisson. À l'IPJ, on a entendu justement cette nouvelle forme d'école journaliste, l'IPJ qui est une école journaliste plus classique. Est-ce que vous avez pris en compte ce fait qu'il n'y a pas assez de diversité dans les médias et que dès l'école de journaliste, vous essayez de mettre en place des choses pour changer cela ? Oui, alors moi je fais partie des écoles hyper traditionnelles. On va dire ça. Merci d'être là.
Mais j'ai aucun souci avec ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il en faut quand même. C'est complémentaire. Donc, effectivement, l'Institut pratique journaliste de Paris-Dauphine est une des 14 écoles reconnues. On sélectionne également, et on sélectionne de façon assez exigeante, puisque le ticket d'entrée, c'est d'avoir au moins un niveau licence et de passer un concours. Donc, on est bien absolument conscient de ces débats qui agitent quand même les médias, la société, les écoles de journalisme, bien sûr, sur la question de diversité. Moi, on n'a pas le temps, mais moi, ce que j'aimerais faire comme test, c'est vous poser la question à chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est la diversité ? C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait redéfinir parce que, mais on peut redéfinir, peut-être grâce à vous, le terme de diversité. Parce qu'effectivement, Cécilia parlait aussi d'origine, elle parlait de religion, et tout à fait, ça rentre dans les cases. Et c'est vrai que pour la majorité, je pense, des gens, ce sont un petit peu l'origine dite ethno-culturelle qui revient. Voilà, moi, je vais vous parler aussi de territoires ruraux, je vais vous parler de handicap, je vais vous parler d'opinion politique, parce que... alors le sexe, dans les écoles de journalisme, on a plutôt beaucoup de filles. Hein. Donc de ce point de vue-là, il y en a même certains qui commencent à dire qu'il faudrait faire de la discrimination positive pour les garçons. On n'en est pas là, et nous, en tout cas, on ne le fait pas. Mais en tout cas, effectivement, la notion de diversité, elle est beaucoup plus vaste que souvent l'image que les gens en ont. Et la question de l'âge, j'entendais aussi Cécilia parler de l'âge. Effectivement, nous, on voit aussi arriver dans nos écoles des reconversions, donc des personnes d'un certain âge qui repassent par la case école. Alors, donc, parlons tout de suite de ce qui fâche. Un concours, forcément un concours avec tous les biais, la fameuse culture générale. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on essaie de faire dans notre école, parce qu'évidemment, on y a réfléchi. Mais je voudrais juste replacer les choses dans le contexte. Le contexte de la diversité, que chacun, encore une fois, s'interroge. On projette beaucoup ces questions-là en fonction de ce que l'on est soi. Je suis une femme, je me sens discriminée parce que je suis une femme et je pense au sexisme. Je suis noire, je pense au racisme. Je suis gay, je pense à l'homophobie, etc., etc. C'est, encore une fois, beaucoup plus large que ça. La question de la diversité dans les médias. Moi, je suis dans cette école en charge des Master 1 depuis 6 ans, après 25 années passées dans ce magnifique métier qu'est le journalisme. Bien sûr que c'est une question qui m'a évidemment alertée depuis bien des années. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de venir dans cette école et de remettre en place cette mission égalité des chances. Mais à un moment donné, l'école, elle a sa responsabilité, mais il ne faut pas non plus oublier que la responsabilité, elle est collective. Et ça, je tiens absolument à le dire. C'est-à-dire que nous, à Bac+3, on est au bout d'un système dont je ne vais pas vous faire toute la liste des études qui montrent que l'école française, malheureusement, même si elle est gratuite et même si elle a énormément de vertus, est celle quand même qui contribue à creuser les inégalités. Donc on arrive quand même déjà au bout d'un système existant. Et nous, on rêve... Peut-être juste le préciser aux gens, en fait, le système des écoles de journalisme, c'est la plupart du temps, on commence dès la 3e année. On ne commence pas, en fait, ce système dès le post-bac. Donc c'est pour ça qu'en effet, on arrive au bout d'un cycle, au bout de la 3e année. Absolument. Donc ça, c'est une chose. Mais on peut faire des choses à notre niveau et on va y revenir. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls réceptacles de cette problématique de diversité dans les médias. Et ensuite, il y a les médias qui nous disent, effectivement, on veut plus de diversité. Les écoles classiques, les écoles ne nous en donnent pas. Encore une fois, à chacun de s'interroger sur ses responsabilités. On a... je pense, des personnes qui ont des profils atypiques, mais effectivement, la question aussi de ce que l'on entend comme diversité dans les médias, c'est un autre sujet. Récemment, par exemple, dans l'actualité, il y a eu une question sur les accents. J'interroge nos médias, amis et partenaires audiovisuels sur la question des accents. Ce serait intéressant d'avoir ce débat, mais croyez-moi que quand nos étudiants arrivent dans notre école, qu'ils ont un fort accent du sud-ouest ou d'ailleurs, et qui me disent « je veux faire radio-télé », je ne vais pas lui dire « non, tu ne peux pas faire radio-télé à l'école, il se formera à la radio à la télé ». La réalité professionnelle peut être aussi parfois compliquée. Alors, ceci dit, évidemment, on a notre responsabilité, et c'est à nous de la tenir, mais encore une fois, j'insiste pour que chacun, parce que j'entends toujours, ce sont les écoles qui formatent de la part des médias, et puis les écoles qui vont dire, ah ben non, ce sont les médias qui formatent, que chacun prenne sa part. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une école ?
Plusieurs choses. Enfin, nous, on s'est inscrit dans une réflexion assez, on va dire, importante, puisque quand je suis arrivée dans cette école, j'ai proposé qu'on aille vers le label diversité, qui est un espèce de truc avec des process, un machin hyper lourd, pas du tout sexy, mais en même temps, c'est quand même une démarche qui est auditée par l'AFNOR, donc l'organisme d'État certificateur. C'est une démarche qui vous oblige à repenser tous vos processus. Ça veut dire le recrutement, ben oui, un concours, la fameuse épreuve de culture générale. Ben oui, elle peut être intéressante, ça dépend ce que vous en faites. Quand Cécilia dit ce dont on doit, quelle question on doit se poser, c'est finalement quel journaliste on veut plus tard. Je pense qu'effectivement, le fait que les journalistes aient certaines connaissances pour expliquer, décrypter, contextualiser un monde quand même très compliqué, c'est pas totalement hors sol. Maintenant, est-ce que la culture générale, ça doit être que de l'histoire, de la philo, de la littérature et des sciences politiques? Il y a aussi le fait que la culture générale, ça peut s'acquérir tout au long de la vie. C'est-à-dire que là, on est à l'entrée. Moi, je critique pas du tout. C'est pas une opposition, alors, genre vilaines écoles versus gentils associatifs. Il n'y a pas de critique, mais je vais juste aller au bout de ma démonstration. Et donc, la culture générale, il y en a. Simplement, effectivement, on a vraiment ouvert le spectre sur des items beaucoup plus larges que cela. Il va y avoir des questions sur la bande dessinée, sur le sport, sur les nouvelles technologies, sur les séries. Enfin voilà, on va interroger un peu tout le spectre. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment repensé le concours en se disant finalement un étudiant, quel que soit son cursus, et alors je vais encore parler de diversité, moi je veux autant, parce qu'on a aussi beaucoup fait le procès des écoles de journalisme en disant il n'y a que des gens qui ont fait Sciences Po. Non, il y en a. Il en faut, je suis désolée, mais bon, ça fait partie de la diversité quelque part. Mais on a le spectre depuis la philo jusqu'à des étudiants qui sortent de Chimie ParisTech, donc qui sont ingénieurs chimistes et qui font un double cursus chimiste et journaliste chez nous. Et les scientifiques, ça m'intéresse. Les précédentes tables rondes parlaient de data journalisme, donc les profils scientifiques, c'est très intéressant aujourd'hui aussi dans un monde où on travaille de plus en plus de données. Donc on a réfléchi à la question des épreuves écrites, on a réfléchi aussi à l'oral. Mais pour l'oral, vous êtes face à des jurys. Alors déjà, qui il y a dans les jurys? C'est-à-dire que la formation... C'est ça la question des jurys. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les jurys, ça manque peut-être également de diversité? Alors là, je parle de diversité même en termes de fond. Est-ce qu'on est toujours sur du journalisme classique qui va préférer du coup un journalisme classique? Alors, comme on l'entend. C'est une vraie question parce que quand je suis arrivée à l'école, je réfléchissais pas au jury. Le premier concours, on est en général 3 ou 4. Avec moi, j'étais présidente du jury sur l'actualité, les questions d'actualité. J'avais effectivement des journalistes avec moi. Et puis, quand on se posait la question de ce qu'on pouvait penser d'un candidat après effectivement le passage d'entretien du candidat, on était tous d'accord. Au début, ça me rassurait parce que je me dis, bon, alors je me trompe pas complètement, parce que c'est quand même un petit peu... C'est très stressant pour les candidats, mais nous aussi, on a quand même le sentiment qu'on est en train de jouer un peu quelque chose de très important pour eux. Et puis, au bout du compte, je me dis, mais finalement, c'est peut-être pas une bonne... c'est peut-être pas une bonne solution qu'on soit tous d'accord. Et j'ai commencé vraiment à réfléchir qui j'avais dans mon jury. Et donc, la question des jurys, la constitution d'avoir des jurys, effectivement, avec des journalistes de médias différents, avec des âges différents, avec des cursus différents, des jurys des journalistes qui peuvent être autodidactes, qui ont fait des écoles, eh bien, on s'est rendu compte que les débats étaient évidemment beaucoup plus poussés. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre volet, c'est la formation des jurys. C'est-à-dire que nos jurys, ils savent très bien qu'il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une loi pour ça. Il y a des questions qui sont extrêmement discriminatoires. Donc, très clairement, on leur explique ce qui n'a pas lieu d'être dans un jury en termes, effectivement, de questions sur des parcours, sur des situations personnelles, etc., etc. Donc, il y a cette question des jurys, on l'a vraiment beaucoup travaillé parce que ça nous paraissait assez important. On s'est aussi posé la question des stages parce que on va vous dire, pour faire une école de journalisme, il vaut mieux avoir fait des stages. De toute façon, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir fait des stages parce qu'on appréhende beaucoup mieux ce métier-là. Mais en même temps, on est bien conscient que le stage, quand on n'a pas encore fait d'école de journalisme, c'est très discriminant. C'est-à-dire qu'on a un stage en général quand on a du réseau. Et le réseau, c'est pas donné à tout le monde. Donc nous, il y a toute une part de nos étudiants qui n'ont pas fait de stage et parce qu'on considère qu'effectivement, potentiellement, c'est une discrimination. Alors donc là, ce qui vous a été présenté, c'est deux, on va dire, solutions possibles aujourd'hui au manque de diversité dans les médias dès l'école de journalisme. Donc d'une part,
un changement totalement philosophique sur comment a été pensé l'accès aux écoles de journalisme, et d'autre part, un changement plus, on va dire, en profondeur au niveau des jurys, au niveau de la façon dont était entouré le choix des candidats dans les écoles de journalisme. Donc, visiblement, toutes les deux, à votre niveau, vous essayez de changer un petit peu les choses dans la façon dont on fait le choix des futurs journalistes, les journalistes de demain. On va quand même rester sur cette note que, en effet, peut-être que des gens dans la diversité voilà, en France, peut-être ont envie de voir plus de diversité, de voir des médias qui leur ressemblent plus. Donc merci pour ces belles paroles pour terminer. Désolé, il y a un autre débat qui vient. Donc je tiens quand même à remercier Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, et Pascal Collisson, responsable pédagogique de l'IPJ Paris Dauphine, en charge de la mission Égalité des chances. Merci mesdames. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.